par le président Poutine de lancer une série d'opérations militaires massives et non pas ciblées, comme il l'a dit lui-même il y a quelques heures sur le Donbass, mais bien des opérations militaires massives qui sont venues tuer plusieurs centaines de civils ukrainiens, comme l'a confirmé il y a quelques heures le président Zelensky lui-même. Face à cette situation de guerre, nous devons en tirer toutes les conclusions. Celle que le choix du président Poutine est, d'une part, de vouloir faire bégayer l'histoire européenne et nous ramener à des logiques d'empire et de confrontation. La deuxième, c'est de bafouer tous les principes qui président au droit international, aux chartes et traités souverainement signés par la Russie ces dernières décennies. Face à ce choix, d'abord, nous avons décidé d'anticiper et de rester unis. Et nous l'avons fait depuis le début. Notre unité, nous l'avons d'abord conçue pour discuter et donner toutes ses chances à la diplomatie, sans naïveté, sans concession, par un dialogue exigeant que nous avons conduit dans le cadre du format dit de Normandie, avec l'Allemagne, et également par les contacts que plusieurs collègues européens et que nos institutions ont pu prendre ces dernières semaines. C'est le choix délibéré du président russe de ne pas saisir cette voie. L'unité et la préparation, c'est celle aussi qui a présidé aux travaux menés par la Commission, et je veux remercier Madame la Présidente et ses équipes, et qui a fait que durant le mois qui vient de s'écouler, toutes les semaines qui viennent de s'écouler, l'Union européenne a travaillé étroitement avec l'ensemble de ses alliés, britanniques, canadiens, américains, pour concevoir l'ensemble des sanctions dont une nouvelle étape a été ce soir actée politiquement par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Tout ça a été préparé et conçu. Et donc, ce soir, nous avons décidé, je ne reviendrai pas sur la liste qui vient d'être détaillée par Monsieur le Président et Madame la Présidente, très claire, qui est une première réponse. L'Union européenne a décidé donc ensemble d'infliger des coups très sévères à Moscou sur à la fois des personnes et des secteurs. Elles seront complétées aussi par des mesures gouvernementales. J'ai ce matin demandé plusieurs travaux, en particulier sur des biens personnels et une série de personnalités en complément de ces mesures. Ces sanctions viseront également le régime biélorusse qui est complice dans cette offensive russe. Et je veux insister sur ce point compte tenu des évolutions récentes des dernières semaines. Le deuxième élément que nous avons acté tous ensemble, sur lequel je voulais ici revenir, c'est évidemment le soutien à l'Ukraine. Une aide économique sans précédent à l'Ukraine a été actée avec l'adoption d'un paquet d'aides macrofinancières de 1,2 milliard d'euros. Elle ira plus loin et continuera à mobiliser tous les moyens financiers et matériels. Je veux ici dire que la France contribuera à cet effort supplémentaire avec 300 millions d'euros pour l'économie ukrainienne. Et nous sommes prêts à continuer à livrer des matériels militaires et de soutien à la population, comme j'ai pu le dire au président Zelensky. Le troisième élément, c'est celui de la protection des Européens et de l'ensemble des nations et des peuples. Protection militaire. J'ai confirmé ce jour, nous avons notifié à l'OTAN, et j'aurai l'occasion de rentrer dans le détail demain lors du sommet OTAN que nous tiendrons. La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l'OTAN en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie. Au-delà de cela, je rappelle que nous sommes nation cadre de la VJTF et évidemment nous tiendrons notre rôle. Je l'ai rappelé, nous serons aux côtés de nos alliés de manière infaillible. Protection économique aussi, avec l'adoption rapide de mesures pour faire face à cette crise d'une exceptionnelle gravité, en particulier s'agissant des prix de l'énergie, pour que les citoyens européens et nos entreprises soient pleinement protégés. Et puis protection de notre démocratie, de nos opinions publiques dans le contexte qui vient d'être rappelé, avec des initiatives supplémentaires que nous prendrons en matière de cyber, en matière de lutte contre la désinformation qui est en train d'être propagée sur les réseaux sociaux et par
plusieurs relais de propagande russe sur le sol européen. Enfin, pour conclure, je rejoindrai ce que le président Michel, que je remercie aussi pour l'ensemble des initiatives qu'il a coordonnées prises ces derniers jours et ces dernières semaines, et ce que la présidente von der Leyen a pu dire. Nous avons là, je crois, pleinement démontré la nécessité pour notre Europe d'accélérer son agenda de souveraineté. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. La guerre est là, sur notre sol. Et donc, si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs, mais bien une puissance qui doit penser son indépendance énergétique, sa transition climatique par elle-même, qui doit penser une Europe de la défense capable de protéger ses frontières, ses citoyens et de se projeter vers ses alliés, entre autres choses, et évidemment aussi une souveraineté technologique, la guerre que nous sommes en train de vivre nous le démontre cruellement. C'est pourquoi nous continuerons l'agenda amorcé ces derniers mois, ces dernières années, pour l'accélérer encore, car nous avons là la démonstration que dans les temps tragiques que nous vivons, l'Europe n'a d'autre choix que de redevenir, peut-être de devenir, oserais-je dire, une puissance. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. We'll take a few questions here in the room. Irini, you're first. Please go to the stand. Irine Zarkadou, la télévision publique grecque et agence de presse grecque. Je voudrais vous demander si vous vous sentez trahi par Vladimir Poutine parce qu'il n'a pas gardé ses promesses. Il a commencé une guerre et si vous êtes encore en faveur d'un dialogue et sur quelles conditions, s'il vous plaît. Merci. C'est pour moi. Nous avons, comme je le disais, tout fait pour que la voie diplomatique puisse l'emporter. Et je rappelle que sur la question ukrainienne, les accords de Minsk prévalaient, étaient le cadre agréé par toutes les parties et le format de Normandie, celui qui faisait autorité et légitimité. Jusque quelques heures avant le lancement des opérations, la reconnaissance de deux républiques illégitimes, puis les opérations militaires, nous discutions encore avec le président Poutine des détails de la mise en œuvre des accords de Minsk. Donc oui, il y a eu duplicité, oui, il y a eu un choix délibéré, conscient du président Poutine de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix. Dans ce contexte, la situation est celle que nous connaissons. Elle appelle d'abord un soutien inconditionnel au peuple ukrainien, à ses autorités, son président. C'est le soutien que nous apportons, c'est celui d'une solidarité entre Européens. Elle implique une série de sanctions et de mesures que nous venons de rappeler. Mais elle implique aussi de savoir garder les canaux ouverts pour que le plus vite possible, le cessez-le-feu puisse être décidé et les hostilités arrêtées. Car aujourd'hui, comme je le rappelais, ce sont des civils qui sont tués. Voilà la situation, voilà comment je la vois aujourd'hui. Mais de manière très claire, le choix a été fait de manière délibérée par le président russe de faire la guerre. Et donc nous devons aussi en tirer les conséquences. Next question. Markus, you have the floor. Markus Becker. Markus Becker with Der Spiegel from Germany. This is a question for all the three of you, if I may. It's about the fact that obviously the oil and gas imports from Russia are not to be curbed at the moment in the scope of the sanctions package. And this is about also something that the Polish Prime Minister said during his doorstep. He said that Mr. Putin takes the money from us Europeans for his oil and his gas and turns it into invasion of aggression. So was this dilemma, this moral dilemma, something the leaders talked about today, and how do you think the EU should deal with this dilemma? Thank you.
Yeah, we discussed a lot about this important question, this important topic, the energy sector, and this is the demonstration that this is very important for all of us to learn the lessons and to be less dependent. This is what we are trying to do with our climate change agenda, especially with the green transition, because we think it's important to have more sovereignty in this field. But of course, the transition will be extremely important. That's why we are taking many concrete initiatives in order to see how it will be possible in the short term, but also in the mid-term, to diversify our supply chains in order to be less dependent. And again, this one very concrete, very obvious example that demonstrates that we need to develop our strategic autonomy. Well, first of all, indeed, the one instrument that is being used concerning fossil fuels from Russia is that the instruments are being banned that are crucial to refine the oil. I mentioned the 24 billion euros per year that are the revenues for refined oil. These instruments are built in Europe. They are unique and cannot be replaced globally by other suppliers. So we will see that over time there will be a depletion of revenues from the refined oil. No chance anymore for Russia to refine oil and then sell it. On a second sheet of paper, we have to look at the fact that we are indeed today too dependent of Russian fossil fuels. Russia has proven, Gazprom has proven, not to be a reliable supplier. And we have to do everything to reduce this dependency of Russian gas, oil and coal. And indeed, at the moment being, we have been working hard in the last weeks to come to a stage where we are able to say today, for this winter, we would have enough supplies of gas from elsewhere, LNG gas, from reliable suppliers, in case that President Putin would completely decouple us from Russian gas. But this is the short term. And indeed, in the mid and long term, we have to develop a clear strategy with these bad experiences over the last year. We have to develop a clear strategy how to get completely independent of Russian fossil fuel. One of the solutions is indeed, if I look at the gas sector, to work with the suppliers for LNG gas. It has the advantage that we have the terminals, we have the pipeline network all over the European Union. So from wherever the LNG gas is landing, it can be brought, transported to every different part of the European Union. But it also has a second big advantage. This whole infrastructure can be used over time for green hydrogen. We do not have to build a new infrastructure, but we can use all these pipelines. So the motto is get rid of the dependency of Russian gas and go deep into the renewables, and this will be our new strategy we have to intensify. J'ai une dernière question de Mathieu Koch, BFM. Mathieu. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Messieurs les Présidents, Mathieu Koch, BFM TV. Monsieur Macron, vous avez parlé à Vladimir Poutine ce soir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur la teneur de cet entretien? Dans quel état d'esprit était le président russe ce soir? Et est-ce que cela a encore un sens de dialoguer avec lui alors qu'il a bafoué, vous l'avez dit, le droit international en déclenchant cette guerre? Jean-Yves Le Drian le qualifie de dictateur. Reprenez-vous ce terme? Et puis, autre question, une crise humanitaire a déjà commencé. Est-ce que la France s'engage à accueillir des réfugiés ukrainiens qui vont affluer en Europe dans les jours qui viennent? Je vous remercie. D'abord, sur la crise humanitaire que vous évoquez, nous en avons ce soir discuté très longuement. Et je crois pouvoir dire qu'il y a unanimité pour rappeler ici, en effet, la solidarité de tous les Européens. Et d'ailleurs, cette crise, je crois, rappelle à certaines et certains autour de la table qui avaient pu faire preuve de moins de solidarité quand la pression migratoire venait d'autres frontières de l'Europe, qu'il est bon que l'Europe soit totalement solidaire et responsable ensemble. Et donc la France, comme tous les autres pays européens, prendra sa part, et je peux ici vous le confirmer évidemment, pour à la fois assister la population
ukrainienne et pour toutes celles et ceux qui fuiraient le sol ukrainien et se retrouveraient sur le sol de l'Union européenne, venir en solidarité et pouvoir accueillir. Et donc nous le ferons en Européens, de manière coordonnée, responsable et solidaire. Ensuite, j'ai eu un échange franc, direct, rapide avec le président Poutine, à la demande du président Zelensky tout à l'heure, pour d'abord lui demander l'arrêt dans les meilleurs délais des combats et surtout lui proposer de discuter, lui demander de discuter avec le président Zelensky dont c'était la demande, celui-ci ne parvenant pas à le joindre. Et donc, j'ai à la fois passé ce message de la France à la Fédération de Russie, de manière claire, et j'ai aussi transmis ce message du président ukrainien au président russe. Ça n'a pas produit d'effet, vous le voyez bien pour le moment, puisque le président russe a choisi la guerre. Mais je pense que c'est de ma responsabilité, d'abord, de prendre de telles initiatives quand elles sont demandées par l'Ukraine, et ensuite, tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant à décider et agir, de laisser ce chemin ouvert pour que le jour où les conditions pourront être remplies, nous puissions obtenir une cessation des hostilités pour les Ukrainiennes et pour les Ukrainiens. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. This concludes our press conference for tonight. Thank you and see you soon. Merci beaucoup. Il est 2h58, vous êtes toujours en direct sur BFM TV. Vous venez donc de suivre Emmanuel Macron en direct depuis Bruxelles. Bonjour Thomas, on va analyser tout ce qui a pu se dire dans cette édition spéciale. Nous sommes en direct toute la nuit au petit matin pour vous accompagner. Emmanuel Macron qui a parlé de sanctions, d'échanges franches auparavant avec le président russe Vladimir Poutine, des sanctions envers la Russie mais également envers du côté de la Biélorussie que le président français qualifie de complice, Thomas. Alors les chefs d'État et de gouvernement des 27 ont voté des sanctions massives contre la Russie et le président français s'est exprimé à l'issue de ce Conseil européen spécial. On va réécouter ses principales déclarations dans un petit instant. Conseil européen spécial à Bruxelles, vous l'avez vécu en direct il y a quelques instants sur BFM TV. Le président français, président de l'Union européenne, Emmanuel Macron, s'est donc exprimé avec un ton très grave. Il a accusé Poutine de bafouer tous les principes. Le chef de l'État accuse son homologue russe de vouloir faire bégayer l'histoire européenne. On propose de réécouter ce qu'a dit le président Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Nous avons là, je crois, pleinement démontré la nécessité pour notre Europe d'accélérer son agenda de souveraineté. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. La guerre est là, sur notre sol. Et donc, si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs, mais bien une puissance qui doit penser son indépendance énergétique, sa transition climatique par elle-même, qui doit penser une Europe de la défense capable de protéger ses frontières, ses citoyens et de se projeter vers ses alliés, entre autres choses. Et évidemment aussi une souveraineté technologique. La guerre que nous sommes en train de vivre nous le démontre cruellement. C'est pourquoi nous continuerons l'agenda amorcé ces derniers mois, ces dernières années, pour l'accélérer encore, car nous avons là la démonstration que dans les temps tragiques que nous vivons, l'Europe n'a d'autre choix que de redevenir, peut-être de devenir, oserais-je dire, une puissance. Nous avons, comme je le disais, tout fait pour que la voie diplomatique puisse l'emporter. Et je rappelle que sur la question ukrainienne, les accords de Minsk prévalaient, étaient le cadre agréé par toutes les parties et le format de Normandie, celui qui faisait autorité et légitimité. Jusque quelques heures avant le lancement des opérations, la reconnaissance de deux républiques illégitimes, puis les opérations militaires, nous discutions encore avec le président Poutine des détails de la mise en œuvre des accords de Minsk. Donc oui, il y a eu duplicité, oui, il y a eu un choix délibéré, conscient du président Poutine, de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix.
Dans ce contexte, la situation est celle que nous connaissons. Elle appelle d'abord un soutien inconditionnel au peuple ukrainien, à ses autorités, son président. C'est le soutien que nous apportons, c'est celui d'une solidarité entre Européens. Elle implique une série de sanctions et de mesures que nous venons de rappeler. Mais elle implique aussi de savoir garder les canaux ouverts pour que le plus vite possible, le cessez-le-feu puisse être décidé et les hostilités arrêtées. Car aujourd'hui, comme je le rappelais, ce sont des civils qui sont tués. Voilà la situation, voilà comment je la vois aujourd'hui. Mais de manière très claire, le choix a été fait de manière délibérée par le président russe de faire la guerre. Et donc nous devons aussi en tirer les conséquences. Voilà, de faire la guerre. Emmanuel Macron a été clair, il a expliqué avoir eu un échange franc avec le président russe. Échange, oui, mais le président Vladimir Poutine a choisi de faire la guerre. Emmanuel Macron qui s'est exprimé à l'issue, Thomas, du Conseil européen qui s'est tenu à Bruxelles. C'était là, il y a encore peu de temps, Emmanuel Macron qui était en direct autour d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ou encore de Charles Michel, le président du Conseil européen. Et ce Conseil spécial européen a décidé de sanctions contre le régime russe, des sanctions qui viseront aussi la Biélorussie, qui est complice de l'invasion russe. C'est ce qu'a également indiqué le président de la République. Alors avant l'Union européenne, le Royaume-Uni a également imposé une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Des sanctions qui visent notamment la compagnie aérienne nationale, Aeroflot, bannie du sol anglais désormais. 5 banques russes, dont la plus importante, sont également exclues du secteur financier britannique. Les exportations de technologies suspendues. Et puis 5 hommes d'affaires sont sanctionnés avec le gel de leurs actifs et des interdictions de territoire. Des sanctions également du côté américain, Pauline. Oui, parce qu'évidemment, cette guerre a des conséquences économiques, des répercussions. Le président américain, Joe Biden, s'est voulu justement très ferme envers la Russie. Aujourd'hui, le marché, la bourse russe s'est effondrée de plus de 50%. Aujourd'hui, nos actions et les sanctions qui pèsent sur les banques russes représenteront une perte de plus de 10 000 milliards de dollars. Un tiers des actifs bancaires russes sont déconnectés du système financier américain et mondial. Et aujourd'hui, nous en bloquons quatre banques supplémentaires, ce qui signifie que tous leurs actifs en Amérique seront gelés. Nous allons appliquer les restrictions que nous avons appliquées par ailleurs aux entreprises russes, élargir la liste jusqu'à 1,4 milliard de dollars. Il y aura donc des sanctions américaines économiques contre le pouvoir russe. Joe Biden a aussi maintenu que les soldats américains n'allaient pas aller se battre en Ukraine. En revanche, il annonce l'envoi de renforts pour protéger l'OTAN. Oui, en renforçant la présence donc américaine, notamment en Pologne, en Allemagne. Antoine Hollard, vous êtes en direct depuis Washington pour BFM TV. La réponse de Joe Biden est-elle suffisante ?